Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole, en question principale, au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, on le sait, c'est clair, la CAQ, dans leur 7e année, ne s'occupe toujours pas des Québécoises et des Québécois, ils les abandonnent. L'agence de recouvrement, la fameuse agence Santé Québec, doit aller chercher en 4 mois 1,5 milliard de dollars. Le ministre de la Santé disait en décembre « non négociable ». C'est ses mots utilisés, « non négociable ». Le 30 janvier, il a dit « il n'y a jamais personne qui a demandé ça à Santé Québec, de couper 1,5 milliard, fin de la citation ». Alors, confusion la plus complète, c'est qui le patron? Il est où le patron? Vendredi, lors de l'interpellation, notamment avec le collègue de Pontiac, le ministre de la Santé a dit ce qui suit. Le rôle de Santé Québec, c'est d'avoir du jugement. C'est à eux de gérer et à nous de superviser. Fin de la citation. Hier, Journal de Montréal, Marie-Pierre Bilodeau-Dubé, 23 ans. Elle est infirmière auxiliaire, Madame la Présidente, au CHSLD de Macamic, en Abitibi-Témiscamingue. Elle fait face à l'abolition de son poste. Elle a affirmé « c'est une bonne claque dans la face ». Derrière ces coupures se cachent des humains, ceux qui ont autrefois été des anges et qui sont considérés comme un simple numéro aujourd'hui. J'ai du mal à voir comment ils vont fonctionner avec une infirmière seulement. Fin de la citation. Ici, Madame la Présidente, est-ce que c'est Santé Québec qui a manqué de jugement ou est-ce que c'est le ministre de la Santé, Kakis, qui a mal supervisé? Maintenant, Monsieur le chef de l'opposition officielle, je vous rappelle que le document que vous avez montré n'est pas un tableau didactique et il n'est pas montrable. La réponse du ministre. Très bien, très bien, Madame la Présidente. Puis, je suis très content qu'ici, le chef de l'opposition officielle revienne avec cette question-là, parce que j'ai répondu à cette question-là plusieurs fois, Madame la Présidente, et je pense que son interprétation est peut-être un peu inexacte. J'ai eu la chance de corriger, puis c'est le bon mot, je crois, Madame la Présidente, merci beaucoup, et j'ai eu l'occasion d'en reparler avec, justement, 2 interpellations la semaine dernière, une du Parti québécois mercredi, puis une interpellation vendredi, et je suis content d'avoir encore l'occasion d'en reparler aujourd'hui. Parce que, je rappelle, pour corriger peut-être les commentaires qui ont été faits, lorsque Santé Québec est arrivé en septembre, ils ont regardé finalement les chiffres qu'on avait pour la première fois sur une base consolidée, puis c'est d'ailleurs un avantage de ça, c'est d'être capable de dire maintenant, si rien n'est fait d'ici la fin de l'année, on aura effectivement un déficit pour le réseau qui pourrait excéder 1,5 milliard. Qu'est-ce qu'on leur a demandé? Et oui, effectivement, j'ai fait référence à du jugement. Ces gens-là ont dit, écoutez, est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse est oui. Je continuerai, Madame la Présidente, pour préciser. Complémentaire. Est-ce que le ministre peut revenir sur le plancher des vaches? Juste 5 minutes. Il peut-tu revenir sur terre? Marie-Pierre Bilodeau-Dubé est native de l'Abitibi. Elle a une maison avec son chum. Elle n'ira pas travailler dans une autre région. Ou elle va changer de métier si elle n'a pas un poste infirmière auxiliaire. Elle dit, est-ce que j'ai pris la bonne décision de faire ce métier-là? Est-ce que je vais devoir me réorienter? Elle dit, à partir du 23 mars, sa collègue sera seule avec une trentaine de résidents à charge. Que répond le ministre? La réponse du ministre. Je pense que, Madame la Présidente, je vais continuer à ma réponse parce que je pense que les gens veulent entendre, c'est ce que les Québécois veulent entendre. Premièrement, en termes de gestion, ce que les Québécois s'attendent, entre autres, comme un des mandats de Santé Québec, c'est de mieux gérer les fonds publics. Ça, je pense que les Québécois s'entendent là-dessus. C'est ce qu'il faut faire. Deuxièmement, quand Santé Québec pose des gestes, je pense qu'il faut donner les explications pour justement, s'il y a des services qu'on doit réallouer, de bien expliquer. Puis troisièmement, Madame la Présidente, ce qu'ils doivent faire, puis qu'ils le font très bien, maintenant, c'est de rassurer la population. La responsabilité, c'est de s'assurer que si on change des services à un endroit, est-ce que les bons corridors de services sont mis en place pour s'assurer de la sécurité des patients? Madame la Présidente, c'est ça, gérer. Deuxième complémentaire. La Terre appelle le ministre de la Santé, Madame la Présidente. Au CHSLD Macamic, en Abitibi-Témiscamingue. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, on se doit respect en cette Assemblée et la ligne de questions, que ce soit sur le décorum, que ce soit sur l'article 35 pour les propos blessants.
Merci, Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le leader de l'opposition officielle, je vous entends. Vous n'avez pas le droit de parole. Monsieur le chef de l'opposition, c'était une formule, un style. C'est votre choix. On poursuit dans le respect. Parfait. La Terre appelle le ministre de la Santé. Allô, la Terre. Où est-il, le ministre? Il était 2 pour s'occuper de 30 résidentes et résidents au CHSLD de Macamé. Là, ils vont être tout seuls. Il répond quoi? La réponse du ministre, on l'écoute. Madame la Présidente, vendredi dernier, durant l'interpellation, Madame la Présidente, voulez-vous savoir c'est quoi des vraies coupures, là? Ça, c'est ce que le Parti libéral a fait dans ses 4 années au gouvernement. Savez-vous qu'est-ce que c'est, ça? Ça veut dire 3 d'augmentation à chaque année. Ça veut dire quoi? C'est en dessous des coûts de système, puis c'est en dessous de l'inflation. Ça, c'est des coupures qu'ils ont fait pendant 4 ans, qui nous ont donné le réseau qu'on a pris quand on est arrivé. Alors, regardez la croissance qu'on a fait des dépenses, madame. Y a-t-il quelqu'un qui parle de coupures ici, là? Alors, regardez la croissance des dépenses. Plus 20 milliards en 5 ans. Madame la Présidente, est-ce que des endroits, on peut faire mieux? Mais je pense que le Parti libéral est très mal placé. Troisième complémentaire. Alors, poursuivons, Madame la Présidente. C'est un appel de la Terre au ministre de la Santé. Là, les résidentes et résidents du CHSLD Macamic en Abitibi-Témiscamingue, ils sont 30. Il y en avait 2 qui faisaient le travail, puis ils travaillaient. Ils ne se tournaient pas les pouces. Là, il y en a une des 2, Marie-Pierre Bilodeau-Dubé, a perdu sa job. Il y en a une qui va s'occuper des 30 résidents. Le ministre nous sort un tableau, puis il est dans la théorie. Puis il dit Santé Québec va y voir. La Terre appelle le ministre. La réponse du ministre. Madame la Présidente, je vais laisser les Québécois juger le chef de l'opposition officielle. Si c'est le... Attendez, Monsieur le ministre. Article 32, le décorum, c'est bon pour tout le monde. Alors, on écoutait la question, on écoute la réponse. Je demande le silence. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, merci beaucoup, je l'apprécie, parce que c'est pas toujours facile de répondre à ces questions-là, surtout quand le ton est utilisé. J'apprécie beaucoup votre commentaire, Madame la Présidente. Je pense qu'on a décidé, puis c'est très clair, qu'il fallait faire les choses autrement. On a dit qu'on a des nouvelles conventions collectives qu'il faut maintenant appliquer. On a dit que depuis, puis je l'ai montré dans mon tableau, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, pendant la période de la COVID, on a augmenté beaucoup le nombre de postes. Beaucoup le nombre de postes de gens qui ont des conventions syndicales, qui ont la sécurité d'emploi. Qu'est-ce qu'on doit faire, Madame la Présidente, maintenant? C'est de replacer certaines personnes pour des personnes qui avaient des postes. Question principale. Je reconnais maintenant le député de Pontiac. Le ministre vient de le dire, vendredi, on a passé 2 heures pour débattre de la dégradation du réseau de la santé, mais depuis, en 4 jours, c'est un déluge de mauvaises nouvelles puis de décisions injustifiables. L'achalandage dans les urgences s'empire de jour en jour. L'Association des radiologistes dit que les coupures du ministre nous ramènent 15, 20 ans en arrière. Le gouvernement continue de congédier des infirmières. Puis pendant ce temps-là, Santé Québec donne pour 3 millions de contrats à des firmes privées pour mieux gérer le réseau. On coupe dans les services, mais on donne des contrats au privé pour, et je cite, et je vous le dis, écoutez bien ça, là, on donne des contrats pour du soutien stratégique au processus consultatif de la planification stratégique. Ça, là, c'est tous des mots que la CAQ détestait il y a quelques années. Le ministre a promis vendredi que Santé Québec, ça serait le gros bon sens. Alors, est-ce que de couper des infirmières puis d'embaucher des gestionnaires, c'est du gros bon sens? La réponse du ministre. Il y a plusieurs questions. Là, effectivement, on en a débattu pendant 2 heures. Je ne suis pas sûr que le député de Pontiac a aimé mes réponses vendredi, mais je vais revenir. Je pense que sur la question de Santé Québec, il faut leur laisser faire la gestion qu'ils sont en train de faire. Si on a besoin d'aller chercher des consultations externes pour faire les choses différemment, on ne peut pas continuer de faire les mêmes choses. Sur les 3 millions de dollars dont le député parle, savez-vous, Madame la Présidente, qu'il y a une des dépenses, que c'est 1,6 million, c'est pour racheter un contrat d'un fournisseur québécois avec qui on travaille maintenant? On a juste oublié de dire ça, là. Il y a plus de la moitié du 3 millions qui est avec un fournisseur québécois avec qui on continue de travailler. Alors, Madame la Présidente, Santé Québec fait les choses différemment et c'est comme ça qu'on va avoir un réseau
qui va bien se porter. Parce que si on continue de faire la même chose qu'on a fait dans les années libérales, on est dans un statu quo. Les Québécois nous demandent de faire les choses différemment. C'est ça qu'on a demandé à Santé Québec, puis ils vont continuer de le faire, Madame la Présidente. Merci. Première complémentaire. Ouais, dans les 3 millions, il y a aussi un contrat pour mesurer la confiance de la population. Bien, ils ont juste à continuer comme ça, puis ils vont le comprendre, le degré de confiance de la population. Et Madame la Présidente, là, il y a pire. Santé Québec a coupé les heures de la nouvelle salle de radiologie interventionnelle à Pierre-le-Gardeur. Donc, si une patiente arrive en hémorragie postpartum, soit on la transfère instable à Montréal, ou soit on fait un traitement comme en 1998, puis on y enlève l'utérus. Est-ce que c'est du gros bon sens, ça? La réponse du ministre. Lors de l'interpellation la semaine dernière, Madame la Présidente, j'ai dit c'est le rôle de l'opposition de s'opposer. Notre rôle, c'est de gérer, de faire de la gestion. Ce matin, j'étais en commission parlementaire sur le PL 83. Savez-vous ce qu'un médecin a dit, M. Dubé? Là? Continuez à faire ce que vous faites en ce moment. Vous faites la bonne chose. Les fondations du plan de santé sont bonnes. Le Parti libéral était là, il l'a entendu. Alors, je veux vous dire, Madame la Présidente, je pense qu'il faut arrêter de regarder ce qui ne fonctionne pas, puis de regarder ce qu'on doit faire maintenant, de continuer. Madame la Présidente, c'est ça, faire la gestion de changement. Alors, on peut bien donner des exemples de ce qui ne fonctionne pas, mais j'ai un médecin ce matin qui nous dit, Monsieur le ministre, continuez à faire ce que vous faites, vous êtes dans la bonne direction. Merci, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Oui, s'il veut des tapes dans le dos, là, il y a 80 quelques députés qui vont y en donner aveuglément. Mais il y a des médecins qui sortent sur la place publique pour dire ceci. Le gouvernement limite le nombre de radioembolisations. Ça, Madame la Présidente, ça double les chances de survie de patients atteints de cancer. Mais le gouvernement dit aux hôpitaux, on va vous limiter dans le nombre d'interventions que vous pouvez faire. Il y a des patients qui l'auront, il y a des patients qui ne l'auront pas. Ça, est-ce que c'est du gros bon sens ou est-ce que vous allez intervenir? La réponse du ministre. Madame la Présidente, je pense que j'ai expliqué plusieurs fois, puis je m'excuse pour tous ceux qui ont compris du premier coup. Hein? On a donné la place à faire du jugement à Santé Québec. On leur a dit, quand il y a des choses qu'on pense qui ne sont pas dans la bonne direction, on lève la main et on vous demande de corriger au besoin. Madame la Présidente, c'est ça qu'on va faire. C'est la première fois, Madame la Présidente, c'est la première fois qu'on a une gestion globale de ce réseau-là qui n'était pas très bien géré jusqu'à maintenant. Et je pense, Madame la Présidente, qu'on a l'occasion, avec Santé Québec, de faire les choses différemment. Puis savez-vous quoi? Comme dans n'importe quelle gestion du changement, quand on a besoin de corriger la situation, on corrige la situation, ce que nous avons fait au cours des derniers mois. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Darcy McGee. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je me lève au nom de François Fournier de Rimouski, son corps brûlé de 80 % à la suite d'un accident. Jusqu'à tout récemment, M. Fournier recevait 35 heures par semaine du chèque emploi-service. En vue de son état et pour qu'il puisse rester chez lui, il vit avec une certaine dignité. M. Fournier a été informé que ses heures seront coupées de 35 heures à 24 heures par semaine. Madame la Présidente, on parle de 20 $ de l'heure et 11 heures par semaine qui ont été coupées pour un homme qui a subi des brûlures à 80 % de son corps et qui dépend de ses heures. Je me suis levée en décembre dernier pour demander des clarifications à la ministre et malheureusement, rien n'a changé depuis. Madame la Présidente, au nom de M. Fournier, où est le gros bon sens de la ministre? Est-ce que vous allez permettre à M. Fournier de récupérer les 35 heures par semaine dont il a besoin pour avoir une dignité? Et je vous rappelle que vous adressez à la présidente quand vous posez votre question. La réponse de la ministre responsable des aînés. Oui, Madame la Présidente, je remercie ma collègue pour cette question parce que le chèque emploi-service, c'est un programme qui est extrêmement apprécié par les parents, par les proches aidants, par les usagers. C'est un programme de soutien à domicile, le chèque emploi-service. Notre gouvernement a été le gouvernement qui a le plus investi année après année dans le chèque emploi-service. Puis bien sûr, il y a eu des améliorations à amener pour soutenir les parents, les proches et les usagers. Il y a des bonnes nouvelles. Là, on est en train de vraiment améliorer le processus pour que ça soit moins compliqué pour les usagers. Moi, je me réjouis de ça. Par rapport à l'intervention que la collègue vient de faire concernant cette situation en particulier, bien écoutez, c'est vraiment incroyable qu'on puisse, après évaluation,
laisser sous-entendre que la réponse aux besoins ne sera pas exemplaire. Et nous avons demandé au CIS du Bas-Saint-Laurent d'assurer un suivi étroit en lien avec cette situation particulière. Puis je ne rentrerai pas dans les détails ici, en plein Salon Rouge, mais nous surveillons cette situation de près, Madame la Présidente. Première complémentaire. Merci, Madame la Présidente. La situation de M. Fournier n'est pas unique. Je vous parlerai aussi de Benjamin, un jeune homme dans la mi-vingtaine qui, dès sa naissance, a été atteint d'une méningite B, qui l'a entraîné 58 chirurgies et l'a laissé lourdement handicapé. Sans explication, ses heures ont été coupées d'une journée à l'autre de 25 %. Madame la Présidente, au nom des personnes vivant avec un handicap, je demande à la ministre de donner une directive claire à son réseau de rétablir les heures pour ces personnes qui en ont besoin. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, vous n'avez pas besoin, je pense, de me rappeler qu'il faut que j'envoie des directives au réseau pour s'assurer de bien gérer le chèque emploi-service. Est-ce que je peux continuer? Alors, c'est déjà fait, Madame la Présidente. Nous travaillons avec notre réseau. Nous avons des intervenants qui sont formés, des infirmières en soutien à domicile, des travailleurs sociaux qui font le travail adéquatement. Et ils doivent respecter les différents programmes qui ont été mis en place, notamment le chèque emploi-service. Et Madame la Présidente, j'aimerais vous mentionner que cette année encore, nous avons plus de personnes qui bénéficient du chèque emploi-service qu'à même date à la même date l'année. Deuxième complémentaire. Merci, Madame la Présidente. La ministre et le sous-ministre de la Santé ont essayé de rappeler Santé Québec à l'ordre au mois de décembre pour établir ces heures. Et ce qu'on entend sur le terrain, c'est que cette demande a été ignorée. Donc, je demande à la ministre de prendre ses responsabilités parce que c'est qui est responsable du programme? C'est bien elle et non Santé Québec. Elle a une responsabilité pour s'assurer que les directives qu'elle demande soient mises en place, ce qui n'est pas présentement le cas. Donc, je lui demande de rétablir les services qui ont été coupés. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, le chèque emploi-service n'est pas coupé. Il est là pour rester. Il est là pour être intensifié, mais il est là aussi pour être bien utilisé. Alors, il faut faire confiance au jugement clinique des professionnels. Madame la Présidente, si aujourd'hui au Québec, on ne fait plus confiance aux infirmières, aux travailleurs sociaux pour évaluer les différentes situations, mais je m'excuse, on va avoir tout un problème. Alors, il faut donc travailler avec nos professionnels et c'est ce qu'on fait. Et on fait confiance aux infirmières, aux travailleurs sociaux qui sont bien formés. Et n'oublions pas, parce que vous ne donnez pas non plus toutes les nouvelles situations, on a plus de 25 000 personnes au Québec qui reçoivent le chèque emploi-service. C'est une augmentation constante, Madame. Je vous rappelle, Madame la ministre, que vous vous adressez à la présidence et en question principale, je reconnais maintenant la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. Tout ce qu'on voit en ce moment, c'est l'incertitude chez les industries puis de l'angoisse pour nos travailleurs et travailleuses au Québec. Trump est un élément incertain, jamais fiable et franchement irrationnel. Et on ne peut pas s'attendre à ce que des négociations soient suffisantes. Il faut que la CAQ agisse dans l'intérêt du peuple québécois. Puis faire des vœux d'achat local, c'est très beau dans les discours, c'est noble, mais ce n'est pas assez. C'est que notre monde veut. C'est que le gouvernement montre l'exemple. C'est ça qu'on propose à Québec solidaire, c'est d'instaurer des quotas d'au moins 75 % d'achat local dans tous les contrats publics. Si on veut sauvegarder nos emplois ici, on n'a pas le choix d'assurer un marché pour nos produits ici au Québec et surtout pour nos producteurs et productrices agricoles. Est-ce que la ministre de l'Économie est d'accord avec nous que ça prenne des quotas d'achat local pour aider, pour de vrai, nos producteurs et productrices ici au Québec? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Oui, merci, Madame la Présidente. Je pense que d'entrée de jeu, on peut dire qu'on est d'accord avec Québec solidaire sur un aspect, c'est-à-dire que le gouvernement doit donner l'exemple et prioriser le plus possible l'achat québécois. Mais par contre, le chiffre qui est lancé par ma collègue d'en face n'a aucune prise dans la réalité, Madame la Présidente. Sérieusement, quand on a fait l'étude de la stratégie ensemble, d'ailleurs, tout le monde à l'Assemblée nationale, la stratégie des marchés publics en 2022, il était très clair de plusieurs aspects. Vous savez, le marché public évolue dans un contexte extrêmement particulier qu'il faut respecter. Et bien que ce qui se passe au Sud soit inacceptable, on a encore des accords avec les gens de l'Europe, on a des accords avec les gens du Canada. Il faut noter que notre stratégie fonctionne parce que plus de 85 % de nos contrats sont déjà donnés à des entreprises
québécoise. Maintenant, il y a des produits, des endroits, des secteurs où il n'y a pas de fournisseurs au Québec. Il y a des endroits où on doit être capable de respecter les accords parce que ça avantage aussi nos entreprises. Notre stratégie fonctionne. On a augmenté nos apports québécois depuis qu'on l'a mis en place de plusieurs points de pourcentage. On va poursuivre, mais dans le respect de notre environnement, Madame la Présidente. Première complémentaire. Merci, Mme la Présidente. La ministre nous dit 85 des contrats, mais quand on regarde en détail, c'est seulement 52 des approvisionnements qui sont faits ici au Québec. Puis quand je regarde l'alimentation, on est à 45 des aliments au Québec. Mais il semble qu'on a des fermes, il semble qu'on a des produits, des fruits et légumes faits au Québec. Et en ce moment, il faut les protéger. En ce moment, il faut assurer que l'achat dans toutes nos institutions publiques soit fait ici au Québec. Et c'est pour ça qu'on veut un chiffre ambitieux, pas un produit sur 2. Il faut aller à 2 produits sur 3, puis c'est ça qu'on veut. La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Oui. Je pense qu'il faut faire la différence, Madame la Présidente, entre augmenter la part des achats en biens. D'ailleurs, on a passé avec la stratégie depuis 2022 de 38 dans le secteur de l'acquisition des biens à 52 %. Donc, c'est à mi-parcours de la stratégie, donc ça fonctionne. Donc, est-ce qu'on peut atteindre plus que 52 % d'achats globaux au Québec? La réponse est très certainement, et les outils qu'on a mis en place ensemble dans la modification du projet de loi fonctionnent. C'est bien différent que de dire que dans tous les contrats du gouvernement, on doit mettre 75 % d'achats québécois, ce qui n'est pas d'avoir les deux pieds dans la réalité puis vivre dans la même société que nous, Madame la Présidente. Donc, présentement, les outils sont en place, ils fonctionnent. On est à plus de 85 % quand on prend l'ensemble des contrats et on va poursuivre dans la même direction. Deuxième complémentaire. Merci, Mme la Présidente. Avoir deux pieds dans la réalité, c'est de savoir qu'il y a 8 milliards de dollars par année que nos producteurs agricoles exportent aux États-Unis. C'est de savoir que des cibles, oui, c'est beau les entendre, mais moi, j'ai aussi entendu le ministre de la Santé nous parler d'une cible. C'était quoi? 90 minutes d'attente à l'urgence, puis on a bien vu les résultats par la suite. Ce qui compte, c'est les résultats. Puis en ce moment, ce qu'on a besoin, c'est assurer un marché à nos producteurs et productrices d'ici. On ne dit pas 100 %, on dit d'augmenter d'au moins 75 % des biens dans nos... Réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Oui. Donc, ce dont ma collègue parle, donc, ce n'est plus de mettre 75 % de quotas dans tous les contrats du gouvernement. C'est donc de faire en sorte que les biens, l'approvisionnement, qu'on est passé de 38 % à 52 % depuis 2 ans, on vise une cible de 75. On est d'accord pour viser une certaine cible. Pardon? On est d'accord pour viser une certaine cible. Maintenant, la stratégie fonctionne. Elle a été discutée d'ailleurs avec les collègues. La stratégie fonctionne. Elle va continuer d'être déployée et on va favoriser autant qu'on peut les marchés québécois, mais toujours dans le respect de l'intérêt des Québécois. En question principale, je reconnais maintenant le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Dans plusieurs dossiers, le gouvernement a la fâcheuse habitude de se dégonfler face au Canada. C'est vrai dans l'affaire de Chalk River. Le gouvernement du Québec n'a jamais mis son pied à terre pour dire à Ottawa que ça n'a pas de bon sens de mettre à risque une rivière qui abreuve des millions de personnes. Le ministre de l'Environnement a rendu visite à la communauté de Québec en février 2024, mais il faut croire que c'était juste une visite de courtoisie parce qu'il n'a pas bougé d'un pouce depuis ce temps-là. Les maires, les mairesses de 140 municipalités ont beau crier à l'urgence de protéger leurs sources d'eau potable, il n'a pas bougé d'un pouce depuis ce temps-là. Son propre conseiller en matière de radioprotection a levé les drapeaux rouges. Il n'est toujours pas bougé d'un pouce. Ma collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques lui a écrit, ainsi qu'au premier ministre, pour leur dire que le chef de Cabowek serait avec nous ce matin, et dans les gradins, et qu'il s'attend à ce que le gouvernement se tienne enfin debout face au Canada et prenne clairement position contre ce dépotoir radioactif à ciel ouvert. Est-ce que le ministre de l'Environnement a pu expliquer au chef Hammond pourquoi il n'a rien fait depuis sa visite? La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci, Madame la Présidente. Merci aux collègues pour la question. C'est sans doute l'occasion de rectifier certaines informations qui sont pertinentes. Il y a effectivement eu des échanges, non seulement avec mes homologues au fédéral, avec les communautés autochtones qui sont préoccupées par la question, avec les municipalités aussi du secteur, avec mon collègue aux relations avec les Premières Nations et les Inuits. Il y a eu des échanges et des rencontres également. Il faut comprendre que la responsabilité revient au gouvernement fédéral de faire appliquer sa loi, s'assurer que c'est fait en conformité avec les plus hauts standards en matière de protection du territoire, mais également, ils ont un devoir de consultation auprès des communautés autochtones et des municipalités.
Sans parler de reproches, ce que l'on a déploré de l'attitude du gouvernement fédéral, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment informé les populations visées sur l'impact potentiel de ce projet, et c'est une responsabilité qui revient au gouvernement fédéral, et nous l'avons réitéré à plusieurs reprises. Première complémentaire, et pour ce faire, je cède la parole à la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Madame la Présidente. Le ministre de l'Environnement est en train de nous magasiner du trouble en ne bougeant pas dans ce dossier-là. Chalk River, c'est 500 ans de radioactivité s'il y a un déversement. C'est pas sérieux, Monsieur le ministre. Honnêtement, le principe de précaution qui est dans votre loi doit s'appliquer. D'ailleurs, les citoyens de Deux-Montagnes vous l'ont demandé, de résister à ce projet-là, de dire non à ce projet-là, alors, et tout le Grand Montréal aussi. Alors, Madame la Présidente, pourquoi la CAQ se dégonfle dans ce dossier? Et Madame la députée, vous avez suffisamment d'expérience pour savoir que toute votre question, vous la posez à la présidente. La réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. La collègue parle de résister. Moi, je vais l'inviter à résister à la pensée magique. Il y a sur le site, depuis plusieurs années, voire quelques décennies, de l'entreposage de déchets radioactifs. On ne parle pas d'approvisionnement futur. Il y en aura vraisemblablement, mais le site sert depuis de nombreuses années d'entreposage de déchets radioactifs. Le projet vise aussi de sécuriser ces déchets-là pour éviter justement des accidents au niveau des déchets nucléaires. Donc, la pensée magique veut pas dans ma cour, on n'en parle pas, ça n'existe pas, mais il y a sur le site actuellement des déchets qui sont entreposés de façon, je dirais, pas... Deuxième complémentaire, à nouveau, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Sécuriser, c'est extraordinaire, Madame la Présidente, parce qu'on demande au conglomérat qui l'exploite de le sécuriser. Moi, ça ne me rassure pas. Alors, j'aimerais ça entendre le ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, parce que dans les faits, les droits des Premières Nations, dans ce dossier-là, les droits des Premières Nations avec lesquels on travaille régulièrement, le chef Harmon est là, ne sont pas respectés. Alors, est-ce que le ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuits va faire entendre raison à son gouvernement? La réponse du ministre des Relations avec les Inuits et les Premières Nations. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et comme mon collègue le dit, pas une, mais à deux reprises, on a rappelé les devoirs au gouvernement fédéral. Et dans ce cas-là, vous le savez, Madame la Présidente, ils se font plaisir de nous dire qu'on doit consulter les Premières Nations. Dans le cas présent, ça n'a pas été fait. On écrit au gouvernement fédéral, on écrit à la Commission canadienne de la sûreté nucléaire aussi en leur disant « Vous avez une job à faire. Vous avez expliqué à des gens comme le chef Harmon qui est ici avec nous ce qui sera fait, de les rassurer. » Et ça, on l'a fait à plusieurs reprises, Madame la Présidente. Alors, dans notre cas, on veut que le fédéral fasse sa job. Quand il nous rappelle de consulter, ça se fait de son côté à lui aussi, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean-Lesage. Merci, Madame la Présidente. Les étudiantes et les étudiants du Québec s'enfoncent dans la détresse financière. Ça atteint leur santé mentale, leur réussite. Ça les endette pour des décennies. Ils et elles finissent avec une dette qui oscille entre 20 000 et 30 000 $. C'est sûr que c'est payant pour les banques, la dette étudiante, mais ça plombe l'économie québécoise et la vie des jeunes pour longtemps. Soutenir financièrement la communauté étudiante, c'est une urgence. Mais non, la ministre de l'Enseignement supérieur a d'autres projets. Elle met fin au programme de bourse qui mettait 250 millions par année dans les poches des étudiantes et des étudiants du Québec. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu vraisemblablement la commande d'appliquer l'austérité caquiste à l'enseignement supérieur. Ma question est la suivante. Est-ce que la ministre s'engage devant les représentants des associations étudiantes qui sont dans les tribunes aujourd'hui avec nous à réinjecter le 250 millions des bourses perspectives dans le soutien financier aux étudiants et étudiantes du Québec? La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Puis je suis contente de recevoir cette question-ci. Puis je rencontre d'ailleurs les associations étudiantes un petit peu plus tard cet après-midi. Mais pour moi, c'est important de rectifier un petit peu les faits. Je reviendrai sur le 250 millions, mais je veux au moins parler du programme. Ce programme-là est un programme de bourse incitative qu'on a déployé en 2021. Il a été mis en œuvre en 2022. Et là, j'attendais vraiment les résultats de l'automne 2024. C'était déterminant pour moi pour voir si la tendance se maintenait. Quand je parle de tendance, c'est qu'il y a des résultats inégaux à travers, Madame la Présidente, plusieurs programmes. Il y avait des résultats inégaux à travers la province, à travers les établissements, dans différents programmes. Vous avez les programmes de TI Génie qui marchent très bien, qui fonctionnent très bien, d'autres programmes qui vacillent un peu plus en santé, en éducation, en services sociaux. Ceci dit,
L'aiguille, on l'a fait bouger. Le nombre d'inscriptions dans tous les programmes ont été en hausse légèrement. Est-ce que ça a été la hausse à laquelle je m'attendais? La réponse est non. Alors, par souci de saine gestion de finances publiques, je préfère mettre un terme à ce programme-là et réintégrer un programme de bourse qu'on avait à l'époque, le programme de bourse sur la persévérance et la réussite pour les stagiaires, avec toutes les autres mesures qu'on a pour soutenir les étudiants. Je parle ici des droits de scolarité, de l'AFE, enfin de tout le reste. J'aurai l'occasion d'en reparler. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. L'argument de l'efficacité ne me convainc pas, Madame la Présidente, parce que si c'était un problème d'efficacité seulement, la ministre reverrait le programme, le remplacerait par un autre dans lequel il y aurait les mêmes montants. Mais c'est pas ça qui se passe. Il y avait un 250 millions qui allait aux étudiantes et étudiants, et là, ça sera pas ça. Si c'est une question d'efficacité, je repose juste ma question. Est-ce que la ministre s'engage à remettre le 250 millions dans les poches des étudiantes et des étudiants par le biais d'aides financières? La réponse de la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors là, maintenant, permettez-moi, Monsieur le député, de corriger les chiffres. Alors, le 250 millions qui est avancé par les associations étudiantes est un chiffre qui est inexact. En fait, c'est une estimation qui est basée sur les données de 2022 et 2023 et ça ne tient pas compte de la clause des droits acquis. Il y a une clause de droits acquis qui vaut 500 millions. Ça veut dire tous ceux qui sont dans des programmes qui sont admissibles aux bourses Perspectives Québec, Madame la Présidente, ils vont pouvoir réussir à avoir cette bourse jusqu'à la fin du programme, de leur programme. Donc, ils vont bénéficier de ce programme de bourse jusqu'à la toute fin. Et donc, ça permet à des centaines de milliers encore d'étudiants d'en bénéficier. Jusqu'à maintenant, le programme a pu aider ou soutenir ou inciter des étudiants à aller dans ces programmes-là à titre de plus de 250 000 étudiants. Complémentaire. Je vais simplifier ma question, Madame la Présidente. À l'heure de la pire crise du logement, à l'heure où les banques alimentaires sont remplies d'étudiantes et d'étudiants, est-ce qu'il va y avoir autant d'argent pour eux là-dedans ou moins d'argent? C'est ça la question. La réponse de la ministre, et je vous rappelle que vous vous adressez à la présidente. Merci, Madame la Présidente. Alors, pour ce qui est du soutien aux étudiants, je pense qu'il y a un gouvernement qui a soutenu les étudiants, et c'est bien nous depuis le tout début. On parle d'augmentation de plus de 30 du budget en enseignement supérieur, Monsieur le député, depuis le début, là, depuis 2018 où on est au pouvoir. Et je parle de l'AFE, l'aide financière aux études, qui est le socle, évidemment, de l'aide financière, le soutien aux étudiants. On l'a bonifié et rebonifié depuis plusieurs années. On est allé aider les gens les plus vulnérables, que ce soit les mères monoparentales, les étudiants en situation de handicap ou les étudiants les plus vulnérables. On a, encore une fois, les droits de scolarité les plus faibles en Amérique du Nord et on les a plafonnés à 3 %. C'est 50 millions de dollars par année, les plafonnés à 3 % Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, le ministre, depuis quelques semaines, n'arrête pas de nous dire que les coupures dans les services de santé, c'est une vue de l'esprit. Ce sont des fabulations des partis d'opposition. N'empêche qu'on constate, jour après jour, l'abolition de postes par centaines dans le réseau de la santé. Hier, on a appris le cas de Marie-Pierre Bilodeau-Dubé, une infirmière auxiliaire qui vient de voir son poste aboli au CHSLD Macamic en Abitibi-Témiscamingue. Elle et 40 de ses collègues ont perdu leur poste. Le ministre nous répète sans cesse que c'est se fait à somme nulle, que quand on abolit des postes, bien, ce sont des postes de jour qu'on ferme pour en ouvrir le soir et les fins de semaine. Or, Marie-Pierre, son poste, c'est un poste de soir, ce qui vient contredire complètement l'argumentaire du ministre. Marie-Pierre s'inquiète d'ailleurs pour ses 30 patients qui sont désormais pris en charge par une seule infirmière plutôt que 2. Ça, c'est une coupure directe dans les soins de santé aux aînés. Est-ce que le ministre continue de dire qu'il n'y a pas de coupure dans les soins de santé? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, je prends chacun des cas au sérieux lorsqu'ils nous sont présentés, comme celui-là dont on parle ce matin. Ce que j'ai expliqué, c'est que le grand principe, puis ça c'est important, Madame la Présidente, il me semble que j'ai été assez clair au cours des dernières semaines, puis je vais l'être encore au cours des prochains mois, qu'on est en train de réorganiser des postes. Si dans certains cas, comme celui qui semble être le cas ici, que c'est un poste qui a été fermé de soir, il doit y avoir une raison. Puis moi, ce que j'ai demandé, comme je le fais régulièrement à Santé Québec, c'est de me dire, pouvez-vous me donner de l'information sur cet élément-là pour qu'on comprenne exactement ce qu'il y en est. Puis je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 choses qu'on leur demande. On leur demande de gérer, on leur demande d'expliquer, puis on leur demande
de rassurer la population. Si, par exemple, il y a des PDG qui sont capables de très bien faire leur travail en ce moment, moi, je les félicite. S'il y a des gens pour qui on doit corriger la situation, comme c'est peut-être le cas ici, bien, on verra ce qu'il y en est, Madame la Présidente. Mais moi, j'ai dit, je comprends, je l'ai dit vendredi, les oppositions sont là pour s'opposer, nous, on est là pour gérer. Merci beaucoup. Première, article 32, on garde le silence. Une seule personne a le droit de parole ici, et ce sera M. le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, les oppositions sont là pour demander une reddition de compte de la part du gouvernement. Puis pendant qu'on coupe 1,5 milliard de dollars dans les dépenses dans le réseau de la santé, on a appris hier que Santé Québec donne pour 3 millions de dollars de contrats à des firmes externes pour réaliser des mandats qui lui reviennent. C'est le modèle de la CAQ, on le voit là, c'est plus de bureaucratie, plus de dédoublement et moins de services à la population. Comment le ministre peut-il réconcilier des dépenses de 3 millions de dollars par Santé Québec pour des contrats d'experts, de consultants de tout acabit, avec des réponse du ministre de la Santé. Bien, si je comprends bien, il faut que je revienne encore avec la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Moi, j'ai demandé des explications à Santé Québec, qui fait partie de mon rôle. Je leur ai dit, sur le 3 millions de dollars qui est dans un article en question, ils m'ont donné la liste de tous les projets qui avaient été faits, dont un que je vous ai révélé tout à l'heure, qui est 1,6 million pour le rachat d'un logiciel qu'on a fait avec un fournisseur québécois avec qui on voulait continuer à travailler. Alors, Madame la Présidente, encore une fois, on gère ici une entreprise, la plus grande organisation au Canada, 350 000 employés qui s'occupent de tous les patients québécois. Je pense qu'on doit laisser la marge de manœuvre à ces gens-là de faire les choses autrement, puis c'est ce qu'on fait. Deuxième complémentaire. On va questionner les dépenses maintenant du ministre lui-même qui vient de donner 300 000 $ à un comité d'experts sur la première ligne. Il faut rappeler que la CAQ, depuis 6 ans, n'a pas réussi à remplir son objectif d'avoir un médecin pour chaque Québécoise et chaque Québécois. En novembre dernier, le ministre nous a dit « Maintenant, ce qu'on veut, c'est une prise en charge pour tout le monde par un professionnel de la santé. » On apprend qu'il n'a aucune idée comment procéder. Il vient de donner un contrat à du privé. À quoi sert Santé Québec si les Top Guns qu'on a embauchés ne sont pas capables de trouver les solutions pour lesquelles ils ont été mis en place? La réponse du ministre. Bon, on va corriger les faits encore une fois. Le contrat dont il parle, de 300 000 $ qui a été donné à un groupe d'experts, ce n'est pas par Santé Québec, c'est le ministère qui l'a demandé. Le ministère qui l'a demandé pour faire quoi? Pour faire une politique nationale sur la première ligne. Il y a eu un consensus sur la vision de la première ligne. Vous savez, on a décidé qu'on sortait des groupes de médecins, des groupes de fédérations médicales. On a décidé qu'on voulait aller consulter le plus de gens possible pour s'assurer que la première ligne fait affaire avec les meilleures pratiques au Québec. On a demandé à ces gens-là de nous faire un rapport pour d'ici le 31 mars. C'est demain, ça, Madame la Présidente. Puis je regarde la qualité des experts qui sont là. On nous a reproché de ne pas consulter les médecins de famille. C'est des médecins de famille qui sont... Question principale. Je reconnais maintenant la députée de Vaudreuil. Merci, Madame la Présidente. Les municipalités de Pincourt, l'Île-Perrot, Notre-Dame de l'Île-Perrot et Terrasse-Vaudreuil travaillent depuis plus de 6 ans sur la relance d'un aréna. Ils ont déposé leur projet au PAFERSPA en 2020 et 2023. Le gouvernement caquiste a refusé leur projet 2 fois. Pourtant, le ministre de l'Éducation, la ministre des Affaires municipales et la députée de Soulanges sont non seulement au courant, ils sont même venus sur le terrain, ont rencontré les maires et constaté les besoins pour ce projet. Le projet est voisin d'une école secondaire où on offre le sport-études qui permettra aux personnes à mobilité réduite de jouer au hockey, en plus de bénéficier aux aînés, aux jeunes et même aux ligues de garage. Ça fait des années que nos municipalités se réunissent et demandent un soutien financier. Elles ont beau cocher toutes les cases, la réponse du gouvernement reste la même, rejetée. Ce gouvernement aime beaucoup le hockey. Et s'il avait donné le 7 millions pour l'aréna de Pincourt au lieu des Kings de Los Angeles, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Ma question est simple. À quand les investissements sportifs dans le comté de Vaudreuil? La réponse de la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air. Oui, merci, Madame la Présidente. Très heureuse de parler encore de ce fameux programme qui est tellement populaire. Je veux juste rappeler à la députée de Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-Dorion? Vaudreuil-Soulanges. Vaudreuil. Je m'excuse. Qu'on a eu pour 2,7 milliards de demandes. Et malheureusement, il n'y a pas que la municipalité de Vaudreuil ou des alentours qui ont vu leur projet refusé 2 fois. Je pense que même la présidente peut en témoigner. Plein de monde ici peuvent en témoigner parce qu'il
Il n'y a pas eu d'investissement auparavant dans les infrastructures sportives. Nous, on s'est mis en place et on a plus d'1 milliard d'infrastructures sportives de financement, de subventions. On continue de le faire. On se rappelle de l'engagement d'1,5 milliard sur 10 ans. Donc, on a eu une première enveloppe de 300 millions. On rappelle qu'il y a eu des projets dans toutes les régions du Québec, qu'il y en a eu pour toutes les hauteurs de projets aussi, des projets de 20 millions, mais des projets de 100 000 $ pour faire en sorte qu'ultimement, les jeunes et les moins jeunes puissent bouger partout au Québec. Alors, encore une fois, on va continuer notre engagement de faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes puissent bouger. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Déjà que les familles doivent faire des kilomètres chaque semaine pour aller reconduire leur enfant à l'Aréna, la semaine dernière, c'est celle de Sainte-Anne-de-Bellevue, la ville natale du premier ministre, qui a été dans l'obligation de fermer ses portes parce qu'elle est trop vieille. C'est bien beau déposer un projet de loi visant à faire reconnaître le sport national, le hockey sur glace. Encore faut-il que les citoyens puissent pratiquer ce sport. Que dit le gouvernement à nos jeunes et leurs familles qui doivent maintenant faire 80 km aller-retour pour leurs entraînements de hockey? La réponse de la ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Encore une fois, je le répète, on a un besoin d'infrastructures sportives partout à travers le Québec. On veut faire en sorte qu'il y ait des infrastructures de proximité. C'est pour ça qu'on a déployé différents programmes pour faire en sorte justement de doter les municipalités, les organismes, les centres de services scolaires d'infrastructures sportives. Donc, on continue notre travail. Je répète l'engagement d'1,5 milliard sur 10 ans. On continue de faire valoir l'importance de faire bouger les jeunes, les moins jeunes, d'avoir accès à des infrastructures de qualité parce qu'on veut bouger. On sait que c'est de la prévention pour la santé. Alors, on continue notre travail, Madame la Présidente. Merci. Deuxième complémentaire. Les citoyens de mon comté qui jouent au hockey depuis près de 40 ans se retrouvent contraints d'abandonner leur sport faute d'aréna pour les accueillir. On fait du hockey notre sport national, mais quand nos citoyens veulent pratiquer leur sport, bien, il ne reste plus d'argent pour entretenir et développer nos infrastructures. C'est 4 municipalités, 11 organismes qui sont prêts à mettre l'épaule à la roue. D'ailleurs, les maires ont récemment envoyé une lettre que je dépose avec une demande de rencontre au premier ministre, parce que le programme PAFIRSPA, on le connaît. Est-ce qu'il va accepter de les rencontrer? Et consentement pour le dépôt? Consentement. Madame la ministre. Oui. Bien, je continue. Mais si on veut parler de hockey, juste dans le programme PAFIRSPA, on a plus de 90 millions qui a été investi dans des glaces, des glaces réfrigérées couvertes ou des arénas. Donc, je pense qu'on sert quand même bien ce sport-là, qui, on le sait, on l'aime très bien. Donc, encore une fois, je répète que c'est un programme qui a été extrêmement populaire. Nos équipes ont fait un travail de moine pour analyser tous les projets. Je rappelle que ce ne sont pas des choix politiques, puis je rappelle qu'on a eu un programme, on a eu 13 millions dans Chemédé, on a eu 13 millions dans la Chine, on a eu 20 millions dans Hochelaga-Maisonneuve, on a eu 20 millions dans Matane. Alors, on fait les choses en bonne et due forme pour assurer que les Québécois puissent bouger. En question principale. Chut. Article 32, gardez le silence. En question principale, je reconnais la députée de Lapinière. Madame la Présidente, l'an dernier, j'ai alerté le gouvernement à plusieurs reprises. Malgré la crise qui frappe les ressources intermédiaires, la CAQ a refusé d'ouvrir l'entente qui les régit depuis 2020, en plus d'avoir fait la sourde oreille aux demandes d'aide d'urgence des RI pour le budget 24-25. Les appels d'offres des CIUS restent sans réponse depuis 2 ans pour construire de nouvelles RI. Si la CAQ reste sur ses positions et ne renégocie pas rapidement une nouvelle entente satisfaisante, 43 % des RI vont fermer d'ici 3 ans. C'est près d'1 sur 2. Je rappelle que les ressources intermédiaires prennent soin de près de 20 000 personnes vulnérables, qu'on estime avoir besoin de 6 000 places de plus dans les prochaines années. Allons-nous assister à une cascade de fermetures et à l'abandon d'encore plus de personnes vulnérables, ou est-ce que le ministre va agir rapidement pour assurer la survie et le développement de nouvelles ressources intermédiaires? Je reconnais pour sa réponse le ministre responsable des services sociaux. On écoute. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Lapinière pour sa question, qui me surprend quand même un peu, puisqu'on est en discussion, je dirais, intensive avec les différents regroupements de ressources intermédiaires à travers le Québec. On travaille avec le ministère sur un plan clair pour rehausser le financement de ces ressources intermédiaires qui, on le sait, rentrent en négociation prochainement en mars 2025, Madame la Présidente.
On a déjà soulevé des points qu'il fallait regarder au niveau de la tâche immobilière, l'aspect immobilier des projets pour voir comment on peut les aider. Mais aussi, ce qu'on regarde, Madame la Présidente, et ce qu'ils nous demandent, c'est de diminuer la paperasse, diminuer la bureaucratie pour faciliter leur travail. Ils nous demandent également de regarder les aspects distincts des différentes sous-populations. Je pense qu'il faut regarder les résidences intermédiaires pour aînés, oui, mais également ceux qui travaillent avec les gens en atteinte de problèmes de santé mentale, ceux qui ont des problèmes de handicap, quel que soit le handicap, et ceux également, Madame la Présidente, qui s'occupent des jeunes. Donc, on travaille sur tous les paliers, bureaucratie, cadre de référence et négociation. On va arriver, j'en suis sûr, à une bonne solution pour tous les Québécois. Voilà, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.